fait? Je sais pas, je l'appelle. Il va encore être en retard. Hein. Oui, allô? Allô, Coco? Ouais, dépêche-toi, l'émission commence dans 30 secondes. Hein? Quoi? Et maintenant, on y va. Bonjour à tous. Je suis Florent. Corentin, Et moi, Louis. aujourd'hui, nous sommes ici dans l'émission des Déjantés pour vous révéler des théories exorbitantes sur les descentes en profondeur. Que de suspense. Nous mènerons notre enquête scientifique à partir de la problématique suivante. En quoi les variations de pression sont-elles des contraintes à la descente aquatique en profondeur? Alors, accrochez-vous et tenez-vous prêts car l'émission va commencer! Et commençons l'émission en beauté en étudiant les scaphandres autonomes. Qu'est-ce qu'un scaphandre autonome? C'est le plus simplement l'équipement de base, on pourrait dire, de la plongée. C'est tout simplement quand un plongeur est muni d'une combi, qui le protège du froid, et dans le dos d'une bouteille ou de deux bouteilles contenant un gaz. La plupart du temps, c'est de l'air, mais ça peut être aussi du trimix ou d'autres gaz spécialisés qui permettent d'aller beaucoup plus profond. Nous allons tout d'abord voir que lorsqu'on descend en profondeur, il y a d'abord un problème de pression. Car, on le sait, la pression atmosphérique, c'est-à-dire au niveau zéro, au niveau de la mer, elle est de 1 bar, soit 1000 hectopascales. Grâce à cette expérience, nous allons voir comment évolue la pression en profondeur. Donc nous avons un pressiomètre et une éprouvette graduée dans laquelle on a mis de l'eau et nous allons observer la pression à des différentes profondeurs. Donc, nous constatons que la pression environnante est d'environ 1017 hectopascales. Donc ça bouge un peu, on prend comme valeur 1017 hectopascales. Donc maintenant, Louis, tu vas plonger un petit peu le pressiomètre en profondeur jusqu'à 5 cm et on va observer ce qui se passe. Un peu plus. Voilà, on observe que la pression est d'environ 1022 hectopascales. Elle a augmenté de 5 hectopascales au bout de 5 cm. Donc on va encore aller un petit peu plus profond, au niveau de 10 cm. Et on obtient donc environ 1028 hectopascales. Elle a encore augmenté de 5 cm, de 5 hectopascales 5 cm plus bas, soit 10 hectopascales au bout de 10 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas vous répertorier toutes les valeurs, on va faire les mesures des autres valeurs et on va tout vous mettre sur un tableur que l'on va interpréter tout de suite. Suite à notre expérience, nous avons obtenu des valeurs. La pression en fonction de la profondeur. Nous les avons entrées dans un tableur qui nous a donné un graphique qui représente la variation de la pression en fonction de la profondeur. Nous pouvons voir que la courbe n'est pas proportionnelle puisqu'elle ne passe pas par 0. On sait que cette courbe définit une fonction qui est f de x qui est égale à x plus 1017. Fonction qui est affine puisqu'elle est sous forme de y est égale à ax plus b. Nous pouvons donc en conclure que 1017 est l'ordonnée d'origine et 1 est le coefficient 1x est le coefficient directeur. Nous voyons quand même que l'augmentation est régulière puisque nous pouvons conclure que grâce à notre graphique, nous augmentons de 1 hectopascal tous les centimètres, soit 1000 hectopascales tous les 1000 cm, soit 1 bar
tous les 10 mètres. Lorsqu'on descend en profondeur, la pression augmente. Grâce à ce dispositif, nous allons voir qu'il existe une relation entre pression et volume. Grâce à une seringue reliée à un manomètre, nous allons effectuer des calculs de la pression en fonction du volume et nous allons vous les montrer tout de suite. Lorsque la seringue contenait 100 ml d'air, il y avait une pression égale à 1 bar. Quand elle contenait 90 ml d'air, la pression était de 1,2 bar, et ainsi de suite avec toutes ces valeurs. Nous avons constaté que, avec 0,1 litre qui est égal à 100 ml, fois 1 bar, nous obtenons une valeur égale à 0,1. Et les valeurs sont à peu près toutes à 0,1 ou proches, donc nous pouvons conclure que P1 fois V1 égale P2 fois V2, donc P fois V égale constante. Donc plus le plongeur va en profondeur, plus la pression augmente et plus le volume d'air diminue. Donc plus le plongeur va profond, plus il va consommer d'air. La consommation d'air étant donc de plus en plus importante lorsque l'on descend en profondeur, le temps de plongée sera donc de plus en plus réduit lorsque l'on va profond. Il est possible de calculer le temps de plongée et nous allons voir ça tout de suite. Eh bien Florent, comment calcule-t-on le temps de plongée? Eh bien en fait c'est très simple Louis. Pour calculer le temps de plongée, il te faut tout simplement certaines informations comme ta consommation d'air à une profondeur donnée et le volume d'air que tu as disponible dans ta bouteille. Pour ça, pour calculer le volume d'air, il te faut d'abord ramener à la pression atmosphérique qui est de 1 bar. Donc, imaginons que ta bouteille est une bouteille de 12 litres et que tu l'as gonflée à 200 bars. Tu vas donc multiplier 12 par 200, ça te donne 2400. Donc tu as 2400 litres d'air à ta disposition. Ensuite, tu vas devoir calculer ta consommation d'air à 20 mètres. On sait qu'à 20 mètres, tu as 3 barres de pression. Donc, sachant que la consommation moyenne d'une personne à 1 bar est de 20 litres par minute, ta consommation moyenne à 20 mètres sera égale à la consommation moyenne à 1 bar fois la pression, 3 bars, soit 60 bars. Donc ta consommation sera 60 litres par minute. Donc ta consommation sera égale à 60 litres par minute. Maintenant que tu as ta consommation et ton volume d'air à disposition, tu peux donc calculer ton temps de plongée. Il te suffit tout simplement de faire la contenance de ta bouteille sur ta consommation à la profondeur donnée, soit 2400 sur 60 qui te donne 40, donc 40 minutes. Donc avec une bouteille de 12 litres gonflée à 200 bars, tu pourras rester 40 minutes à 20 mètres. Nous avons vu la partie théorique avec tous les calculs liés notamment au temps de plongée. Maintenant, nous allons voir en pratique comment fonctionne l'équipement de plongée. La première question que l'on se pose sur la plongée est comment respirer justement lorsque l'on a des bouteilles sur le dos. Alors Louis va nous expliquer tout ça en détail. Alors, il faut utiliser une bouteille avec de l'air comprimé à 200 bars. Mais le problème, c'est que l'air comprimé à 200 bars est irrespirable pour l'homme. Donc nous utilisons un détendeur qui détend l'air de la bouteille pour le mettre à la pression souhaitée. Exemple, quand nous sommes à 20 mètres de profondeur, la pression est de 3 bars et le détendeur s'occupe de mettre l'air à 3 bars. Alors la composition de l'air est à 21% de dioxygène, à 78% de diazote et à 1% de gaz rares. Les gaz rares sont dans la dernière colonne du tableau périodique de Mendeleïev. Alors les gaz rares peuvent être l'hélium, le néon et l'argon, en exemple. La composition entraîne des problèmes pour la plongée que nous allons voir tout de suite. Nous allons à présent montrer les accidents dus au dioxygène. On sait que la pression partielle de dioxygène tolérable à l'échelle humaine est de 1,6 bar en grand maximum. Nous allons maintenant calculer la pression partielle de dioxygène à la profondeur à laquelle se trouve le plongeur. Pour calculer la pression partielle de dioxygène, il suffit de multiplier le pourcentage de dioxygène présent dans la bouteille par la pression à laquelle se trouve le plongeur. Donc nous allons prendre l'exemple d'une profondeur de 60 mètres pour une bouteille contenant de l'air. De l'air, c'est-à-dire 21% de dioxygène et 78% d'azote. Donc, on l'a vu précédemment, la pression à 60 mètres de profondeur est de 7 bars. Pour calculer la pression partielle de dioxygène,
il me suffit donc de multiplier le pourcentage de dioxygène présent dans la bouteille contenant de l'air, à savoir pour une bouteille contenant de l'air 0,21, car 21% de dioxygène, par la pression à laquelle se trouve le plongeur, soit cette barre à 60 mètres. Cela nous donne un résultat de 1,47. Étant donné que la pression partielle de dioxygène maximale tolérable à l'échelle humaine est de 1,6 bar, le plongeur ne dépassera pas la limite maximum de 60 mètres de profondeur pour ne pas risquer des accidents justement dus à l'oxygène, qui sont l'hyperoxie, des essoufflements, et cela peut devenir très grave. C'est pour ça que lorsqu'on plonge avec une bouteille contenant de l'air, le plongeur se limite à 60 mètres et ne devra en aucun cas descendre plus profond. Nous avons vu que le dioxygène peut poser des problèmes en profondeur. Or, les bouteilles sont remplies d'air. Et l'air est composé à 21% d'O2 et à 78% de diazote. Or, le diazote peut lui aussi poser des désagréments. Nous savons que la pression partielle de diazote maximale admissible par l'homme est 5,6 bar. Et nous avons constaté qu'à partir de 60 mètres, un phénomène arrivé qui est appelé la narcose. Ce phénomène pose des problèmes. Or, pourquoi y a-t-il ce phénomène à 60 mètres? Le raisonnement est le même que pour le dioxygène. Il suffit tout simplement, pour calculer la pression partielle de diazote maximale admissible par l'homme, de prendre le pourcentage de diazote présent dans la bouteille et multiplier tout simplement par la pression. À 60 mètres de profondeur, la pression est de 7 bar. Donc, si nous reprenons ce calcul, avec la bouteille contenant de l'air, BN2, c'est égal à 0,78 pourcentage fois 7 la pression, qui est égale à 5,46 bar. Nous pouvons voir que cette valeur est très proche de celle-ci. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à 60 mètres, la narcose peut se déclarer. Nous avons vu que le diazote provoquait des problèmes. Mais à partir de 10 mètres de profondeur, des microbules d'azote se glissent dans les vaisseaux sanguins et nous allons voir tout de suite comment les éliminer. Nous avons vu que l'air est composé à 21% de dioxygène et à 78% de diazote. Nous avons vu que lors de la remontée, des microbules d'azote sont bloqués dans les vaisseaux sanguins. Grâce à une remontée avec des paliers, il va y avoir une évacuation des microbules. En cas de remontée trop rapide, les microbules restent bloqués et forment des énormes bulles, ce qui bouche les vaisseaux sanguins. Les plongeurs utilisent la table MN90 qui calcule en fonction de la profondeur et de la durée de la plongée, la profondeur et la durée des paliers ou du palier à faire. Malheureusement, l'utilisation de cette table est très compliquée et les plongeurs ont mis au point des ordinateurs qui s'adaptent en direct aux plongées qu'ils vont faire. Ces ordinateurs leur donnent le temps de plongée, la durée, mais leur donnent aussi, pour les paliers, le nombre de paliers à faire, la profondeur à laquelle ils doivent les faire et la durée pendant laquelle ils doivent rester à ce palier. Nous avons vu que l'air pose de nombreux problèmes, à cause notamment de sa composition. Mais les plongeurs ont créé des mélanges gazeux comme le trimix qui permettent notamment de régler ces problèmes. Mais du coup, Louis, qu'est-ce que le trimix? Alors le trimix est composé de dioxygène, diazote et hélium, d'où le nom tri qui veut dire 3 et mix qui est mélange en anglais. Ces proportions sont variables suivant le mélange qu'on utilise. Par exemple, on peut utiliser 18% d'O2, entre 20 et 40% d'hélium et entre 40 et 60% de N2. Les principaux effets du trimix, c'est qu'il diminue les risques de narcose et d'hyperoxie et il permet de plonger à des profondeurs plus profondes. Il est aussi a ses inconvénients, puisqu'il alourdit considérablement le matériel du plongeur, puisque en allant plus profond, on a besoin d'une quantité d'air beaucoup plus grande. Et donc, nous avons besoin de 2 bouteilles pour agrandir notre quantité d'air à disposition. Mais on a aussi besoin d'une bouteille de décompression, du nitrox, qui est un mélange suroxygéné, qui permet notamment de faciliter la décompression lors de la remontée. Aussi, comme on va à des profondeurs beaucoup plus grandes, le temps de la descente, quasiment la totalité de volume d'air à disposition sera consommé. Et donc,
Lors de la remontée, nous aurons besoin de bouteilles, d'un approvisionnement de bouteilles avec un mélange gazeux en continu. D'où la ligne de vie qui permet à chaque palier où il y a une bouteille pour pouvoir passer le temps du palier, pouvoir aller au palier suivant. Malheureusement, ces plongées ont des difficultés pour notamment les interventions, puisque le plongeur étant, cela rend très difficile les interventions en cas d'accident à très grande profondeur. Nous savons que l'une des plus grosses contraintes quand on va en profondeur, c'est la pression. Mais qu'est-ce que la pression? La pression est en fait une force qui vient s'exercer sur tout le tour d'un objet quand il va en profondeur. Dans notre cas, c'est un humain, c'est un plongeur. Or, cette pression augmente avec la profondeur. Elle augmente tellement qu'à partir de très grande profondeur, la pression est telle que vous risquez d'être broyé par la pression. Nous allons montrer ce phénomène par l'expérience avec une canette. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va introduire un petit peu d'eau dans une canette vide, vous voyez, et on va tout simplement porter à ébullition la canette. Donc, je place la canette sur la plaque chauffante et on va attendre que de la vapeur d'eau s'échappe de la canette pour ensuite continuer l'expérience. Comme vous pouvez le constater, la canette est désormais portée à ébullition puisque l'on observe bien de la vapeur qui s'échappe de la canette. Nous allons alors maintenant retourner la canette dans un cristallisoir rempli d'eau froide et nous allons observer ce qui se passe. Bon. Le résultat est saisissant. Comme vous pouvez le constater, la canette vient d'être complètement broyée. Alors en fait, ce qui vient de se passer est tout simplement dû à la pression atmosphérique. En effet, lorsque l'on fait bouillir l'eau dans la canette, la vapeur d'eau va enlever l'air qui est présent dans la canette. Du coup, lorsque l'on va plonger la canette dans l'eau froide, la vapeur d'eau va instantanément se condenser en eau liquide. Il n'y aura donc plus de gaz dans la canette pour résister à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique va donc broyer totalement la canette. Nous avons vu que la pression est une énorme contrainte aux plongeurs, puisque s'ils vont trop profond, elle peut devenir mortelle. Donc, l'homme, et les humains en général, ont trouvé une parade. Ils ont créé un véhicule qui permet d'aller sous l'eau, le sous-marin. Mais comment les sous-marins sont constitués? Vous avez ici un schéma en groupe d'un sous-marin qui montre comment le sous-marin est fait et quelles sont les parties importantes du sous-marin. Vous avez le massif ou le kiosque qui est censé permettre et faciliter tout simplement les manœuvres à la surface ou tout simplement l'observation des alentours. Vous avez les barres de plongée qui, comme à la manière des ailerons sur un avion, vont permettre du moins faciliter l'entrée dans l'eau lors de la plongée. Ensuite, vous avez la coque extérieure qui permet de protéger la coque épaisse des fortes pressions dues à la profondeur. Et vous avez enfin la coque épaisse qui permet de protéger l'équipage de la pression ou de tout simplement. Sur le sous-marin, vous avez des ballastes. Les ballastes ont un principe très simple. Elles se remplissent et se vident grâce aux purges. Quand elles sont vides, elles sont remplies d'air. Et quand elles sont remplies d'air, elles permettent au sous-marin de flotter. Si on remplit ces ballastes d'eau et qu'on chasse l'air, le sous-marin va s'alourdir et va plonger. Ce qui permet aux hommes, en variant la quantité d'eau dans les ballastes, de pouvoir se situer à une différente profondeur. Nous avons vu que la pression s'est exercée tout autour du plongeur. Or, si nous allons profond, la pression augmente et la pression exercée sur notre corps est de plus en plus grande et nous risquons de mourir. Donc l'homme, pour aller beaucoup plus profond, a créé une machine appelée le sous-marin qui le protège de la pression. L'enveloppe extérieure du sous-marin permet de protéger de cette pression. Problème,
plus on va profond, plus il faut que cette enveloppe soit résistante. Cette coque épaisse en acier a un diamètre à respecter minimal et maximal, qui varie en fonction de la pression. Par exemple, on sait qu'il faut rajouter 1 mm tous les 10 mètres de profondeur. Et donc il faut rajouter 10 mm tous les 100 mètres de profondeur. Nous savons qu'un sous-marin coule et flotte. Alors, grâce à une expérience simple, nous allons nous demander pourquoi, lorsqu'un bateau ou un sous-marin est à la surface, il flotte. Pour cela, nous allons utiliser deux cristallisoires, un grand et un plus petit. Le plus petit sera rempli d'eau. Nous allons aussi utiliser un bateau miniature que nous allons poser sur le petit cristallisoire rempli d'eau et nous allons observer les résultats obtenus. Nous mettons le bateau dans le plus petit cristallisoire rempli d'eau. Nous voyons que de l'eau est déplacée. Nous allons utiliser une pipette munie d'une propipette pour récupérer l'eau déplacée et la comparer à la masse du bateau. Nous avons placé un bécher sur une balance que nous avons ensuite taré pour remettre à 0 g. Et nous avons ensuite mis dans ce bécher toute l'eau récupérée par le déplacement d'eau dû à l'action du bateau. Nous l'avons ensuite placée sur la balance et nous voyons qu'elle est environ égale à 54 g. Nous avons vidé le bécher dans l'évier et nous avons ensuite placé le bateau sur la balance. Nous voyons que la masse est environ égale à 54 g. C'est la même masse que le volume d'eau déplacé par le bateau. Ainsi, dans notre expérience, nous avons donc pu constater que la masse du liquide déplacé avait la même masse que notre bateau. On sait que la formule du poids est définie par P égale mg avec P en newton, m en kg et g une constante égale à 9,81 newton par kilogramme moins 1. Comme du coup le m est identique pour le volume d'eau déplacé et le bateau, le poids du volume d'eau déplacé ainsi que le poids du sous-marin auront la même valeur car g est qu'une constante. Cette valeur est égale à 529,74 newtons. Comme le poids du coup de ce volume déplacé et le poids du sous-marin sont identiques. Et le poids de volume d'eau déplacé par le sous-marin, c'est ce que l'on appelle la poussée d'Archimède. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que le sous-marin est soumis à deux forces. Son poids, qui est l'action de la Terre sous le sous-marin, et la poussée d'Archimède. Comme on l'a vu dans l'expérience précédente, lorsque ces deux forces se compensent, le sous-marin flotte et est immobile, c'est le principe d'inertie. Lorsque les ballastes sont remplis d'air, le sous-marin flotte car le poids du volume d'eau déplacé par le sous-marin sera égal au poids du sous-marin. C'est exactement ce que l'on a vu lors de l'expérience précédente. Cependant, lorsque le sous-marin se trouve juste en dessous de la surface de l'eau, il va remplir ses ballastes d'eau, mais un petit peu d'eau, ce qui va lui permettre de descendre juste en dessous de la surface de l'eau. Il va donc déplacer un poids d'eau qui sera plus important et du coup le poids de volume d'eau qu'il déplace sera encore égal au poids du sous-marin. Le sous-marin flottera encore. Après, pour que le sous-marin coule, les ballastes vont encore se remplir d'eau. Cependant, le poids de volume d'eau déplacé par le sous-marin n'augmentera pas puisqu'il a atteint son maximum lorsqu'il se trouvait juste en dessous de la surface de l'eau. Ainsi, plus les ballastes se rempliront d'eau, plus le sous-marin coulera parce que le poids du volume d'eau déplacé par le sous-marin sera strictement inférieur au poids du sous-marin. L'équilibre qu'on avait dans les deux cas précédents est donc cassé. Le sous-marin coule alors. Nous avons vu que pour aller plus profond, l'homme a créé un sous-marin. Problème, le sous-marin est un milieu fermé pour protéger ses occupants de l'eau et de la pression. Mais comme le sous-marin est un milieu fermé, il n'a pas un apport en dioxygène constant. Ce qui peut, dans un cas, s'il y a épuisement du dioxygène présent, pourrait tuer l'équipage. Pour ça, les hommes ont créé ce qu'on appelle un système d'électrolyse qui permet, à partir de l'eau, de tirer du dioxygène et d'avoir un apport en dioxygène constant.
Vous avez ce montage que nous avons fait avec les moyens du lycée, qui bien sûr certes est à petite échelle, mais reprend globalement le fonctionnement général de l'électrolyse des sous-marins. Comme vous pouvez le voir, dans cette cuve, il y a de l'eau. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire circuler un courant électrique d'une borne positive vers une borne négative. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la borne positive comme au niveau de la borne négative, se sont formées des microbules. Ces microbules traduisent un gaz présent. Afin de déterminer quels gaz sont présents au niveau de la borne positive et de la borne négative, nous allons procéder à un test d'identification des gaz. Les gaz présents dans les tubes à essai sont forcément soit de l'hydrogène, soit de l'oxygène, car, je vous le rappelle, la formule brute de l'eau est H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va enflammer une bûchette qui deviendra incandescente. Si on approche la bûchette au niveau du tube à essai et que l'on entend une mini-explosion, cela traduira la présence de dihydrogène. De même, si l'on approche la bûchette au niveau du tube à essai et que la bûchette se ravive, cela traduira la présence d'oxygène. Procédons donc à l'identification du gaz au niveau de la borne négative. C'est bon, il y a eu l'explosion. Et maintenant à celui au niveau de la borne positive. Comme vous avez pu le voir, nous avons pu identifier l'hydrogène et le dioxygène. L'hydrogène était contenu dans ce tube à essai là et l'oxygène ici. En effet, vous avez pu remarquer dans l'expérience, même si elle était minime, mais une mini-explosion au niveau de ce tube à essai là et que la bûchette a été légèrement ravivée ici. Bon, alors, les résultats sont minimes quand nous sommes dans un laboratoire et c'est une expérience qui ne peut pas toujours être parfaite. Mais nous pouvons quand même conclure que le dioxygène et le dihydrogène a bien pu être recueillis. Ainsi, dans les sous-marins, les membres de l'équipage utilisent aussi une électrolyse. Ils recueillent ensuite le dioxygène pour pouvoir respirer. Mais Corentin, reconnais donc que la bûchette n'a pas été si ravivée que ça au niveau de la borne positive. Oui, alors comme vous l'avez vu, le résultat n'a pas été si flagrant que ça. La bûchette n'a pas été si ravivée que ça. Bon, après, on fait une expérience donc, de laboratoire. Les résultats ne sont pas forcément ceux qu'on attendrait donc, avoir. Mais comme vous avez vu, au niveau de la borne négative, on a entendu l'explosion, ce qui signifie qu'on a bien de l'hydrogène présent au niveau de la borne négative. Par déduction, de l'oxygène est forcément présent au niveau de la borne positive. Pour réaliser l'électrolyse comme pour assurer la vie des sous-mariniers, il faut de l'eau, mais cette eau doit être douce. Or, autour du sous-marin, il y a de l'eau salée car nous sommes dans la mer. Ce que font les sous-mariniers, en fait, c'est qu'ils récupèrent l'eau salée de la mer, ils la font ensuite bouillir, comme ça l'eau est vaporisée et le sel reste au fond. La vapeur d'eau est ensuite condensée, ce qui donne de l'eau douce. Et cette eau douce servira donc à faire l'électrolyse ou elle servira aux sous-mariniers pour qu'ils boivent. Les sous-mariniers ont donc à l'intérieur du sous-marin du dioxygène pour respirer qui a été fabriqué grâce à l'électrolyse. Cependant, à l'intérieur de ce sous-marin se trouvent d'autres gaz. Il y a donc tout d'abord le diazote qui est rejeté naturellement par les sous-mariniers lorsqu'ils respirent, mais ça ne pose pas de problème car le diazote rentre dans la composition de l'air. Cependant, les sous-mariniers rejettent aussi du dioxyde de carbone qui est un gaz nocif et qu'il faut donc évacuer. Alors pour cela, les sous-mariniers ont inventé une petite installation qui récupère le dioxyde de carbone rejeté pour que l'air soit toujours propre et sain. Aussi, il faut évacuer le dihydrogène qui a été fabriqué par électrolyse. Mais là, le problème n'est pas très grand car le dihydrogène peut être naturellement rejeté dans la mer. Nous avons vu précédemment que les sous-mariniers utilisaient une électrolyse pour pouvoir respirer. Mais une électrolyse nécessite un apport d'électricité pour fonctionner. De même, un sous-marin, pour fonctionner et avancer,
doit avoir de l'électricité. Et comme le sous-marin descend à des profondeurs extrêmes, cette électricité, il faut la fabriquer. Pour cela, tous les sous-marins possèdent un réacteur nucléaire. Alors, je vais expliquer très rapidement la réaction nucléaire si vous ne connaissez pas le sujet. Alors, une réaction nucléaire, c'est très simple. Dans une cuve, des électrons viennent bombarder des atomes d'uranium-235 qui sont fissiles. Lorsque ces atomes rencontrent les électrons, ils se fissurent et une énergie énorme est dégagée. Cette énergie qui crée de la chaleur va immédiatement transformer l'eau présente dans les cuves en vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va ensuite faire tourner une turbine. La turbine va alors entraîner un alternateur et c'est l'alternateur en tournant qui va produire de l'électricité. Cette électricité va ensuite être acheminée jusqu'à l'hélice du sous-marin afin de faire fonctionner le sous-marin et va ensuite être transportée dans tout le sous-marin pour notamment réaliser l'électrolyse et permettre la vie des sous-mariniers. Notre problématique était en quoi les variations de pression sont des contraintes à la descente aquatique en profondeur. Nous avons vu que la pression est une force qui s'exerce sur notre corps et qui augmente en fonction de la profondeur. Or, à partir de 330 mètres, cette force est telle qu'on se retrouve écrasé et qu'on ne peut mourir. Nous avons vu que cette pression a aussi un effet sur le gaz que contient nos bouteilles et elle peut notamment causer la narcose due à l'azote. Nous savons aussi que la pression comprime des bulles qui vont venir se mettre dans notre sang et qui, si nous remontons trop vite et que nous ne les évacuons pas, vont venir boucher nos vaisseaux sanguins et risquent de nous proposer de graves problèmes de décompression. Mais dis-moi Florent, à quoi ça sert de descendre autant en profondeur? Eh bien parce qu'en fait, Louis, les profondeurs sont des endroits que nous connaissons peu, à vrai dire. Même nous ne connaissons quasiment pas les zones abyssales qui se situent à des profondeurs énormes. Et c'est pour ça que nous créons des machines pour pouvoir y aller et pour étudier la vie sous-marine. C'est ainsi que s'achève notre vidéo. J'espère que vous avez pu enrichir vos connaissances et apprendre de nouvelles choses. Et nous, on vous dit Au revoir.